Parlons Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes. Et nous sommes aujourd'hui à 2 pas de Cognac, à Cherves-Richemont, au cœur du terroir de Cognac, où l'Institut Richemont est un magnifique écrin pour tous les étudiants qui ont trouvé ici une formation sur mesure pour leur avenir professionnel, que ce soit en agronomie, en machinisme, en cheval, en œnologie, en viticulture, en commerce et aussi en social. À travers des bacs, de BTS et de bachelor, tout nouveau arrivé ici, grâce à la ténacité et à la niaque, on va dire, on pourrait dire ça, de son directeur, monsieur Laurent Yannick, qui est à mes côtés et qui va, depuis 2017, qui préside à cet Institut Richemont, qui lui a donné un élan nouveau. Et nous avions déjà réalisé une émission ici avec lui, mais nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui à Cherves-Richemont, à l'Institut Richemont, pour voir depuis ces années tout ce qui s'est passé. Et donc, bonjour à vous, monsieur Yannick Laurent. Bonjour. Alors nous sommes dans l'entrée historique. On pourrait juste dire un petit mot sur l'historicité des bâtiments et de cet endroit où vous êtes à l'Institut Richemont. Alors cette partie, c'est disons la plus récente, elle a 10 ans. Enfin maintenant un peu plus, j'oublie que ça fait déjà même presque 8 ans que je suis là. Donc elle a une quinzaine d'années. On a refait, en fait c'est tout ce qui est dortoir. On accueille jusqu'à 124 étudiants et étudiantes chaque année. Et donc c'est la partie la plus récente. Et après on va passer l'autre côté du porche qui est derrière vous. On va passer sur le 18e, 19e, avec 19e pour la chapelle et 18e pour le bâtiment qui est à gauche, qui est en fait un château. Et puis après, ça a été acheté par l'archevêché, c'est devenu le petit séminaire. De là, quand l'archevêché a mis fin à ce petit séminaire par manque de candidats, enfin je ne sais pas si on appelle ça, enfin de prétendants, ça a été racheté par la Comcom, qui après l'a transféré à Grand Cognac. Et puis nous sommes les europropriétaires depuis maintenant 2022, où on a acquis les bâtiments. Voilà, alors peut-être que certains qui nous écoutent et peut-être nous voient grâce à Gabriel qui nous filme, eh bien, se rappellent du petit séminaire à Richemont avec l'évêché d'Angoulême. Et là, Comcom, c'est la communauté de communes. Voilà, oui, bah, vous avez tellement l'habitude. Il faut dire que vous êtes aussi élu du Grand Cognac et adjoint à la mairie de Cognac. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de... Mais c'est des choses qui sont complémentaires. J'ai la chance d'être premier adjoint de la ville de Cognac. Donc ça ouvre des rencontres, ça crée des partenariats que peut-être je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu ces fonctions d'élu. Et puis je m'occupe du tourisme à Grand Cognac en tant que vice-président. Donc là aussi, le tourisme, ça fait effectivement rencontrer des gens qui peuvent demain nous aider à développer d'autres formations peut-être qu'on n'a pas encore envisagées. Oui, alors justement, ça ouvre des portes, d'autant que vous avez à peu près 420 entreprises partenaires avec 22 formateurs. C'est ce que j'ai lu sur votre très belle présentation. Et un conservatoire du vignoble charentais, mais vous nous en direz plus. C'est sûr qu'être élu, ça peut ouvrir des portes et ça aide à créer une certaine communauté de vie et pour vos étudiants et pour les entreprises. Quand on veut être un centre de formation qui est proche du territoire, et répondre aux exigences du territoire qui évoluent. On le voit là, par exemple, nous sommes dans une crise un peu du cognac. Être dans cette proximité avec les représentants du territoire, eh bien, ça amène des concertations qui peuvent faire évoluer sur des formations courtes ou plus ou moins courtes, ou diplômantes ou pas diplômantes. Et donc, effectivement, c'est un atout. Et je pense que, même si c'est beaucoup de travail, un agenda bien rempli, je pense que c'est une opportunité également pour nos élèves qui viennent ici, parce que la facilité qu'on a avec nos entreprises, les 400 partenaires dont certains sont sur nos murs, ça nous ouvre des portes et ils comprennent les impératifs aussi de répondre à prendre un stagiaire, à prendre un apprenti et à nous solliciter quand ils ont besoin, puisque nos outils qu'on a développés et qu'on va découvrir peut-être tout à l'heure, on les met à disposition de nos partenaires. C'est donnant-donnant. C'est important d'avoir cette complicité de territoire. Alors juste avant qu'on ne parle des formations, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque nous sommes là où il y a les dortoirs, vous accueillez combien d'internes et quelle est la vie étudiante? Si certains étudiants ou parents d'étudiants nous écoutent, ils savent qu'ils peuvent venir ici en toute quiétude avoir une vie étudiante en internat.
Le lieu, c'est un lieu serein avec 4 hectares et demi Natura 2000, donc propre à effectivement se focaliser sur leurs études. Mais on a apporté les nouvelles technologies, on en parlera plus tard. Et puis, c'est à proximité de Cognac, on est à 6 km. Nous avons un animateur qui organise des soirées pour que, en dehors de la pédagogie, en dehors des études, il y a des moments où, effectivement, sur des étudiants qui sont loin de leur famille parfois, puissent bénéficier d'activités, loisirs et se vident un peu la tête de temps en temps. C'est important de se vider la tête, de faire un reset du cerveau pour pouvoir aborder au mieux les diplômes. De quel âge à quel âge ils ont, vos étudiants ici, en gros? On va de la seconde jusqu'à Bac+3, donc je dirais jusqu'à de 15 à 24-25 ans, voire plus en formation continue. Oui, et je crois que j'ai lu en bachelor qu'il y avait un ancien banquier, etc. Donc là on est dans des âges plus âgés. Enfin là, c'est à la marge, on va dire. C'est à la marge, ce sont des formations continues. On a, oui, le bachelor, c'est plutôt 22 jusqu'à 40 ans, on accepte d'avoir mélangé un peu les profils pour justement, puisque notre bachelor est production, donc on produit, on connaît la vigne, etc., la distillation, mais on l'amène aussi au management. Donc ces gens qui ont travaillé dans des banques, qui ont travaillé dans d'autres domaines, apportent un peu leur fibre managériale et ça matche bien au niveau de nos étudiants. Bon, alors merci de toutes ces précisions. Maintenant, on va parler un peu plus de la formation et on va commencer à déambuler. On ne va pas rester sous... Là, on est dans le porche avec un mur crénelé et les dortoirs, pour ceux qui nous écoutent à la radio, sont habillés de bois. Ça fait comme une sorte de cloître avant la cour intérieure. La cour intérieure. On a 3 cours, en fait. La cour réceptive qui est ici. Vous avez la cour principale qui est la cour, en fait, anciennement du château et du séminaire. Et puis, vous avez le contrebas qui est, en fait, la descente de la chapelle. Donc on peut, j'espère que vous le verrez parce que c'est quand même un endroit magique et qu'on pourra facilement le voir avec les images de votre collègue là qui, s'il continue, va pas tarder à tomber parce qu'il marche à reculons, ce qui est pas évident. Il est obligé comme ça, mais on va faire attention, on va marcher doucement. Il faut dire que vous êtes sur une butte ici, sur la commune de Cherves-Richemont, à Richemont, exactement. Val de Cognac depuis peu parce qu'il y a eu un mariage entre 2 communes, donc Cherves-Richemont est passé Val de Cognac, donc avec Saint-Laurent de Cognac et puis Cherves-Richemont qui se sont mariés il y a 1 an maintenant. Alors maintenant, on rentre dans la seconde cour, la grande cour, avec des bâtiments de style historique différent, du 19e ou peut-être au 18e dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez 18e et la chapelle 19e, avec ces bâtiments aussi qui sont plutôt du 19e. Donc c'est un mélange, on va dire qu'on est sur 1 siècle et demi ici. Alors ça veut dire que tout cet endroit s'est adapté en fonction des gens qui l'ont occupé depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous adaptez aussi en fonction de ce territoire lié à la vigne, à l'œnotourisme, etc. Et aux entreprises qui vous demandent aussi des formations parfois. Alors parlons formation. Qu'est-ce qu'on vient étudier ici à l'Institut Richemont ? Eh bien on forme les agriculteurs de demain et les professionnels de la filière agricole et viticole, et bien évidemment la filière du cognac, puisqu'on est quand même l'établissement du cognac. En fait, on va apprendre aux jeunes de produire, c'est-à-dire de connaître un peu leur production végétale, que ce soit viticole, céréalière, et puis on va en faire bien évidemment des agriculteurs qui doivent manager, qui doivent savoir lire un bilan. Donc il y a toute cette partie de gestion de l'entreprise agricole, parce que ça s'appelle comme ça, que ça soit notre bac pro, CGEA, gestion de l'entreprise, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Alors conduite, c'est comment je produis, et puis la gestion, c'est comment j'assure la pérennité de mon entreprise agricole ou viticole. Et donc au niveau viticole, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on connaît la matière première, le végétal, la vigne, et puis on l'amène à la production alors c'est un diplôme national, donc soit un vin, soit demain un vin destiné à la distillation. Donc ce sont nos futurs dirigeants d'entreprise, puisque les exploitations agricoles sont des entreprises à part entière. Alors, si on fait le trajet d'un élève qui rentre ici, je crois que vous avez parlé de seconde tout à l'heure, on peut l'emmener jusqu'où dans ces filières ? Alors chez nous, à l'Institut, on peut l'emmener jusqu'au bachelor, c'est-à-dire la licence, donc Bac+3, demain Bac+4 puisqu'on va ouvrir dans un prochain avenir un master, mais après ils peuvent continuer, beaucoup
continue. Et d'ailleurs, on a des gens qui ont fait des très belles carrières, qui sont maîtres de chais dans des châteaux. Notamment, on a un ancien élève qui est parti diriger les vignobles de moutons Rothschild au Chili, et qui est revenu à l'heure actuelle. On a vraiment des carrières pour les gens qui ne sont pas fils d'agriculteurs amenés à reprendre leur exploitation. On a vraiment des profils variés et qui peuvent continuer. Alors, ils continuent, soit un DNO, soit une école d'ingénieur pour certains, soit ils s'arrêtent en bac, en BTS ou en licence pour reprendre l'exploitation ou tout simplement se mettre sur le marché du travail. On a une particularité, c'est que beaucoup de nos étudiants sont embauchés avant d'avoir leur diplôme et le reste des étudiants, entre 6 mois et 1 an, ils trouvent du travail. Et quand je dis du travail, ce n'est pas seulement CDD, c'est vraiment des CDI avec des belles carrières. Bien, vous parliez justement de l'ancrage territorial, vous parliez de ces formations et que certains commencent les études, mais ils savent qu'au bout, ils reprennent l'activité familiale. Beaucoup reprennent l'activité familiale. On a quand même un gros volant d'étudiants qui viennent ici pour reprendre l'exploitation. Alors généralement, l'exploitation qu'on grossit, soit en polyculture élevage, soit polyculture vigne. Et ils reprennent. Ce qui n'empêche pas que beaucoup reprennent 1 ou 2 ans, et puis il y a encore papa, et puis ils se disent tiens, je vais compléter. Donc ils reviennent faire un BTS, ou s'ils ont un BTS, ils reviennent faire une licence. On a quelques étudiants qui sont revenus après en se disant tiens, puisqu'on a un schéma entrepreneurial qui va se développer, moi je vais me former pour justement assurer ce développement de mon entreprise. Donc on a aussi maintenant de plus en plus de gens qui reviennent dans le cadre de la formation continue. Bien, c'est du sur-mesure, on l'entend bien. Pour avoir un exemple, combien d'élèves par classe et la proportion garçon-fille? Alors, ça dépend des filières. De plus en plus, on a de filles qui arrivent dans les filières agricoles. On a pour certains pas tout à fait la mixité, mais on est proche. Ça s'ouvre, vous savez, on n'en est plus où les femmes ne devaient plus rentrer dans les chais. On a connu ça tous. Maintenant, elles sont dans les chais et elles font très bien le travail de maître de chais ou d'œnologue, etc. Donc de plus en plus de filles et de femmes viennent chez nous et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette féminité et ce rapport à l'intuitivité, à l'approche de leurs études même, qui est différente de celle d'un garçon, eh bien, tous ces mélanges au sein d'une classe font que, il y a une ouverture aux autres, une ouverture d'esprit, une conception de voir les métiers autrement, et je pense que c'est une bonne chose. Eh bien, écoutez, grâce, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, au livre de Monique Fillou sur les femmes du cognac, j'ai pu interviewer pas mal de femmes qui travaillent dans le cognac, des jeunes femmes même, certaines qui ont repris l'activité même de leurs parents et qui la dynamisent, comme vous le dites, avec leur sensibilité, et souvent qui sont allées même dans les pays étrangers par volonté, qui sont revenus sur les terres pour reprendre l'activité familiale, ou tout du moins, si les parents sont toujours là, c'est ce que vous disiez, la parfaire dans leur esprit. Tout à fait. C'est important. Et on voit un changement au sein de la profession, parce que les femmes arrivent. Alors, on voit un changement qui est depuis il y a une quinzaine d'années maintenant. On voit les femmes s'investir, venir, reprendre les exploitations. Et ça, c'est une bonne chose, parce que on n'est jamais plus performant que quand il y a un mélange des savoirs avec chaque composante de notre société. Il ne faut pas oublier, je crois, que les femmes sont à 60% composantes de notre société. Donc c'est important qu'elles soient intégrées, c'est important qu'elles aient des postes à responsabilité et qu'elles obtiennent. Ce n'est pas les hommes qui leur laissent des places, c'est que par leurs compétences, elles aient ces places. Et ça, c'est normal. Bien. Alors, parmi alors là, on va passer dans un autre endroit. Où nous menez-vous Vous êtes le maître des clés. Il y en a qui sont le maître des horloges. Là, c'est moi plutôt avec le magnéto, mais là, c'est les clés. En espérant trouver la bonne clé, parce que effectivement, on vient de me les changer. Donc, ça va ressembler à ça, je crois. Ça a l'air de la bonne. Bon. Donc, alors voilà. Donc, on ouvre une porte, on passe cette porte et on est là, dans un laboratoire pour... comment dire ils sont des sortes de gradins avec des petits bureaux et c'est caché sur le côté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
copier sur son voisin. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une salle d'analyse sensorielle. Alors, elle est en position dégustation œnologique, c'est-à-dire que vous avez en fait un centre de dégustation avec, comme vous le voyez à la caméra, si jamais c'est reproduit, ben, vous avez un évier avec un crachoir. Mais pourquoi on l'appelle salle d'analyse sensorielle? Alors, je vais vous montrer. Il y a un petit exercice à faire, hein, c'est de monter, faire un peu de sport. Voilà, alors vous tournez une manivelle et le pupitre est en train de monter. Et alors, il va se passer quoi là? Moi, je suis très... Alors là, on est en isolement total, hein, si vous voyez. Là, on isole les personnes qui vont utiliser ce laboratoire. C'est une sorte de confessionnal. Exactement, pour un petit séminaire. Ouais, hein, voilà. Et là, vous venez de découvrir qu'on va déguster des plats, notamment. Donc, on ouvre notre salle d'analyse sensorielle aux gens qui voudraient se faire référencer par la grande distribution où ils ont obligation de présenter un panel test. Donc, en fait, vous voyez, pourquoi on l'appelle salle d'analyse sensorielle? Parce que vous avez ce qu'on appelle de la lumière chromatique que vous êtes en train de voir là. Et je vais vous montrer, on peut détromper l'œil pour les plats. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut... Alors quelque chose est tombé, mais ça n'est pas très grave. On peut changer la couleur. Et donc, si on veut du bleu, du jaune, du rouge, enfin, vous voyez, on peut... Oui, alors là, du coup, on est passé du confessionnal à la boîte de nuit. Et alors, ça sert à quoi, tout ça? Ça sert à quoi? Si je veux développer plutôt pas votre sens qui est le principal, c'est-à-dire la vue, mais plutôt l'odorat et le goût, eh bien, si je vous présente, vous imaginez que vous êtes dans le noir, je vous présente un yaourt avec une lumière bleue ou une lumière jaune, et je vous dis, dégustez, donnez-moi un peu ce que vous ressentez. Alors, on n'a pas le temps de faire le test, mais vous reviendrez et vous verrez. Si je vous mets un yaourt nature avec du rouge, par exemple, alors, il faudrait que juste j'arrive à changer la couleur. Alors ça nous fait un yaourt à la fraise ou à la framboise. Les gens vont vous dire il sent la framboise alors que c'est la nature. En fait, en changeant la couleur, on arrive à mobiliser les autres sens qui sont le goût et l'odorat, donc le rétro-olfactif, et donc on arrive à détromper. Et ça, c'est très très important de dire voilà, dites-moi ce que vous ressentez. Donc ça, c'est une dégustation en panel qu'on appelle, et c'est pour ça que ça s'appelle ça. On est les seuls à avoir en Charente cette salle d'analyse sensorielle. Donc on reçoit les maisons qui viennent former nos étudiants à la dégustation œnologique, mais on a reçu aussi quelques entreprises qui sont venues faire des panel tests ici. Voilà. Bien, écoutez, on est ravis d'avoir vu cette salle parce que c'est une surprise en même temps. Oui. Alors elle a été financée, on a été chercher, c'est la première salle que j'ai voulu financer en arrivant. Donc on a la Nouvelle-Aquitaine qui répond favorablement à toutes nos sollicitations d'investissement dès lors que ça concerne la pédagogie et répondent assez bien. On a l'Europe qui s'y est mise sur cette salle-là et puis la Fondation Pouplain, le Crédit Agricole qui ont été nos partenaires. Ça a été financé à 100%. Et on est très fiers parce que cette salle a été rentabilisée depuis, puisqu'elle fait venir beaucoup de monde. On s'en doute et on salue en même temps la Fondation Pouplain qui a présidé au fait qu'on fasse cette émission. La Fondation Pouplain est, je dirais, plus qu'une fondation parce qu'elle est très attachée à Richemont et à l'Institut et elle développe effectivement beaucoup de partenaires avec nous et elle répond toujours présent. Vous allez voir, on descendra au laboratoire tout à l'heure. Elle nous a financé du matériel de laboratoire de haute pointe, de haute technologie pour répondre aussi à ça. Excusez-moi, j'en profite pour faire un peu de... Exactement. Alors, on parlera du financement un peu plus tard. On n'a plus beaucoup de temps d'émission, on en a encore, mais on va avancer. Dans ce que j'ai dit, il y avait du machinisme, il y avait du cheval. Ça rentre dans quelle catégorie chez vous, tout ça? Alors, le BTS Axe, donc toujours la gestion agricole, on a été sollicité pour créer, l'ancien directeur avait créé un partenariat avec le centre équestre pour justement faire une option où les gens deviennent des bons managers de centre équestre. Donc on continue sur notre BTS Axe à avoir la promotion du cheval à travers un module d'initiative locale. Et donc on a des jeunes essentiellement qui viennent apprendre l'agriculture. Attention, on ne sort pas de ce chemin de j'apprends à produire et à manager, mais il y a cette option centre équestre pour les gens qui voudront se tourner demain pour la gestion d'un centre équestre. Mais ça n'est pas directement s'occuper du cheval. Alors, il y a
toute la procédure du cheval, bien évidemment, comment on le soigne, comment on l'entretient, etc. Mais toujours dans ce module de dire, oui, alors évidemment, si je gère un certain équestre, il faut quand même que je connaisse les chevaux, évidemment, c'est un prérequis, mais c'est surtout aussi comment je gère mon centre équestre pour qu'il soit pérenne. Mais on le sent dans toutes vos formations, la partie gestion, c'est-à-dire pérenniser l'entreprise dans laquelle je vais travailler, ou mon poste à la limite, suivant où je vais travailler dans des grandes entreprises, vous en avez parlé tout à l'heure, ça va de pair avec le savoir-faire. Oui, le savoir-faire et puis le savoir transmettre aussi, parce que les générations moi je suis fils d'agriculteur, donc les générations partent, et si on ne maintient pas ce savoir-faire, tout en tenant compte de ce qu'est demain l'entreprise agricole, parce que l'entreprise agricole, comme j'ai pu la connaître dans ma famille, n'est plus l'entreprise aujourd'hui que mon frère a repris, ni l'entreprise de demain, ses enfants devront gérer. Il y a des nouvelles technologies, on va les voir, l'apport du virtuel, d'intelligence artificielle arrive à grands pas. Si on ne développe pas au sein de nos étudiants tous ces concepts nouveaux qui arrivent, eh bien, ils auront des difficultés à entrevoir comment ils vont se servir de ce qu'on va leur mettre à disposition. Demain, on a des robots qui arrivent dans les vignes, on a des robots qui arrivent dans les champs, c'est déjà arrivé, mais encore plus l'intelligence artificielle sur le pouvoir décisionnel, c'est-à-dire en fait l'intelligence artificielle vous guidera et vous proposera des solutions. Demain, elles arrivent, elles sont là, c'est aux portes. On a eu hier une émission sur ça, sur l'IA. Alors oui, quand on enregistre l'émission, cette émission voilà, est passée hier avec le président de la République sur la chaîne 2, entre guillemets. Et, voilà. Et donc quand on écoutera cette émission, ça sera passé, mais c'est vrai qu'on se rend mieux compte que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place et va extrêmement vite. Et ça m'a même à vous dire que j'aimerais bien aller voir votre studio de télévision. Eh bien, on y va. Allez, on y va. Alors, on vous suit. On vous suit. Alors, nous voilà dans le studio de télévision qui est effectivement un véritable studio de télévision. Pourquoi, monsieur le directeur Yannick Laurent, avez-vous voulu faire un studio de télévision dans cet Institut Richemont ? Ah, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, mes premières études, je les ai faites au lycée agricole d'Avis, mais aussi au lycée agricole de Blanquefort. Et à l'époque, ils avaient le premier studio d'enregistrement. Alors, c'était plutôt du son, mais il y avait aussi de l'image. Et Laurent Mabille, qui est maintenant chez moi, j'étais son maître au père. Donc, quand il est arrivé, je l'ai retrouvé ici, et puis on est tous les deux passionnés d'images. Et un jour, on s'est retrouvés à Paris pour des raisons purement agricoles, et puis il y avait le salon de l'audiovisuel. Donc, comme on dit chez moi, je l'ai venir avec ses gros sabots. On a été au salon de l'audiovisuel. Puis de là, on s'est dit effectivement, ce serait bien qu'on fasse des capsules de nos formations, de les enregistrer pour les mettre à disposition de nos étudiants. Donc, on a commencé à acheter un matériel, un studio télé avec 3 caméras que vous voyez, piloté par ordinateur, qui permettent d'enregistrer et de diffuser en direct ou par notre régie, parce que nous avons une régie, et donc d'avoir de l'encapsulage de nos formations, mais aussi de présenter l'Institut par des vidéos que l'on monte ici comme des films. Et tous les ans, on prend un étudiant en plus du pôle image d'Angoulême qui vient faire 1 ou 2 ans d'apprentissage chez nous. Et donc, on conçoit notre propre communication, qu'elle soit graphique avec Flore, qu'elle soit visuelle avec Laurent Mabille, pour qu'on ait vraiment notre propre communication. On a aussi notre propre imprimerie avec un offset numérique qu'on a depuis maintenant 5 ans. Alors, en préparant l'émission encore, vous m'avez dit, parce qu'on pourrait se dire, là, il est mégalomane, il veut un studio de télévision, etc. Mais lorsque le Covid est arrivé, ça a été pour vous, j'allais dire, une bénédiction dans ce lieu, je peux employer ce mot. Oui, mes chers collègues des autres établissements m'ont dit qu'il est complètement mégalo. Mais je le revendique, à la limite, j'ai été peut-être mégalo, d'autres diront visionnaire, parce que le Covid est arrivé, et instantanément, puisqu'on a été obligé de renvoyer nos élèves chez eux, on leur a proposé toutes nos formations à distance, et ils pouvaient suivre les cours en temps réel par visio. Donc je pense que voilà, passer entre visionnaire et mégalomanie, je ne sais pas où je me situe, mais en tous les cas, on a peut-être eu du flair, tout simplement. Voilà, puis c'est pratique, et on parlait de l'intelligence artificielle, on parle de l'image, on parle de comment est-ce qu'on peut être là sans être là, tout en profitant de la formation, et je trouve que c'est pas mal. Et vous venez de parler de Madame Flore Sapin, qui je vais demander de venir à mes côtés, puisque j'ai eu la chance de la voir plusieurs fois au téléphone, et j'ai été très bien accueilli, et vous êtes la responsable de la communication. Bonjour Flore. Bonjour.
Alors, ce poste, il a été créé il y a quelques temps, quelques années même peut-être. Vous êtes arrivé là. Et alors, quel est le poste de chargé de communication? On s'en doute un peu. On voit bien qu'il y a un studio de télévision, il y a on a de très beaux sites avec de très belles images. C'est vrai que c'est un endroit merveilleux. Je parlais d'écrin tout à l'heure. Mais alors, la responsable de communication, Flore, qu'est-ce qu'elle fait? Beaucoup de choses. La responsable de communication, c'est déjà la communication en général, donc s'occuper de tout ce qui est médias. Mais aussi, comme j'ai un passé dans le graphisme, effectivement, tout ce qui est support graphique, je m'en occupe, je conçois. Et ça passe par aussi la production. Donc, comme on a tout un outil d'impression numérique, ça passe par là aussi. Alors moi, j'avais envie de dire, là, on n'a pas vu les élèves ni les profs parce qu'ils sont en train d'étudier. Votre relation avec les élèves, avec les profs? C'est avec les élèves, oui, parce qu'effectivement, ils ont pas mal de projets de communication au sein de leur formation. Donc, surtout pour les BTS avec leur projet PIC, projet initiation à la communication. Et ensuite, avec les formateurs, bien évidemment, parce que je gère aussi les réseaux sociaux. Donc, quand il y a du contenu, des photos, quand ils partent sur le terrain pour des visites pédagogiques. Donc, effectivement, ils me font passer leur communication et ensuite, je les diffuse sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui est aussi plaquettes de formation aussi, donc avec les réunions pédagogiques qui permettent justement de mettre en place les mises à jour des plaquettes. Donc les formateurs jouent un rôle très important aussi concernant le contenu des formations. Merci Flore. J'avais envie de vous faire parler un petit peu à la radio pour qu'on ait un autre éclairage sur cet endroit et sur votre métier et cette relation avec les étudiants où vous leur faites une passerelle pour leur propre communication. Merci à vous Flore Sapin. Je reviens vers vous, monsieur le directeur. Il y a un dernier endroit, il nous reste 2 minutes, où vous aviez envie de nous emmener, un laboratoire, ou je ne sais pas ce que vous avez dit. Voilà. Alors, on y va. Alors, monsieur Yannick Laurent, nous voilà dans ce fameux laboratoire financé par la Fondation Pouplin. Qu'est-ce que nous avons dans ce laboratoire, au top? Au top, on a des instruments qui permettent d'analyser complètement nos échantillons de vin ou de cognac ou tout autre liquide. Et donc, on a effectivement ce qu'on retrouve dans les laboratoires, un Bacchus qui permet, et puis un spectrophotomètre derrière, qui permet d'approcher ce qui se passe en laboratoire pour nos étudiants. C'est important parce qu'ils seront, certes, ils l'utiliseront peut-être pas, mais demain, ils peuvent être confrontés à ce genre d'appareil et au moins, ils ont une approche de dire on connaît ces appareils, on sait comment ça fonctionne. Donc, on n'en fait pas des laborantins, ce n'est pas notre but, mais enfin, on les forme à ce qu'ils peuvent connaître comme instrument dans leur métier. Donc, c'est important qu'on ait les nouvelles technologies dans notre laboratoire, c'est important pour nous. Eh bien, merci. On termine la visite par ici en disant que l'abus d'alcool est dangereux, évidemment. Et moi, je voudrais savoir, monsieur le directeur Yannick Laurent, comment est-ce qu'on vous retrouve sur les sites internet, etc. On tape quoi? On fait quoi? Institut-richemont.fr. Et vous avez tous nos sites, que ce soit Facebook, LinkedIn, tout ça. Et donc, on a Flore qui est en charge de nos réseaux. Et je pense que ce n'est pas dur de nous trouver. Bien. En tout cas, merci de votre accueil. Merci. On suit votre actualité et puis on reviendra vous voir un de ces jours, on l'espère, voilà, pour une autre émission de La Vigne et des Hommes. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.